Merci d'être avec nous comme tous les matins entre 9h20 et 10h. Vous êtes chez Equinox Télévision, évidemment. C'est la revue des grandes unes. Nous vous proposons un décryptage, une analyse des sujets qui meublent les colonnes de la presse locale. Tout de suite, nous filons en course qui avait les principaux titres parus ce matin. D'abord, la nouvelle expression qui parle du Social Democratic Front, le SDF, un comité exécutif houleux demain, titre le journal. C'est depuis plus d'un an que cette instance de décision, qui avait pourtant une fréquence trimestrielle depuis 30 ans, ne s'est pas tenue. Entre-temps, des dossiers se sont amoncelés, dit le journal. Des fractures qui menacent la survie du parti sont apparues. Il faudra recadrer un SDF à la croisée des chemins, dit le journal. L'article est à retrouver en page 3 du quotidien La Nouvelle Expression ce matin. Défiance de certains militants vis-à-vis du mode de boycott des régionales par certains militants. Des divisions et l'indiscipline au sein de la formation politique, le flottement observé au sommet du parti en plus d'un an d'absence du leader principal, le chairman Nidon Frondi, absent du Cameroun pour cause de santé. Ce sont des questions qu'il faudra diagnostiquer sans complaisance, dit ce matin un cadre du directoire du parti qui s'exprime sous anonymat dans les colonnes de La Nouvelle Expression. Vous retrouvez également dans les colonnes du journal ce matin. Après sa libération, première déclaration de Camto, le président du MRC exige la libération de tous les militants et sympathisants de son parti illégalement emprisonnés. Vous lirez l'article en page 10 du quotidien La Nouvelle Expression. Dans les kiosques également ce matin, le quotidien Le Messager, marché de Douala, les commerçants sur le pied de guerre, titre le journal. La décision du 4 décembre 2020 portant en publication des résultats définitifs de l'élection des représentants des commerçants au sein du comité de gestion des 10 marchés au centre d'une controverse. Vous lirez cette tension au sein des comités de gestion des marchés dans les colonnes de Le Messager ce matin. C'est en page 4 du journal. En pied de une, crise anglophone, le domicile du maire de Bamenda 2 en feu. L'édile de la ville payerait le lourd tribut du non-respect de l'appel au boycott des régionales lancé par les séparatistes. C'est à lire en page 3 du journal, le journal qui nous indique que le domicile de cet élu du RDPC dans l'arrondissement de Bamenda 2 a été incendié juste au lendemain de ce scrutin de dimanche. C'était dans la nuit du 7 au 8 décembre. C'est à lire dans les colonnes de Le Messager. Le jour est en kiosque ce matin. À la une, péage routier, plus de 7 milliards de francs CFA détournés chaque année. La construction des 14 premiers postes automatiques devrait permettre d'éviter la perte de 50% des recettes routières. Vous lirez l'article en page 7 du quotidien bleu Le Jour. Le Jour qui évoque également les droits d'auteur, Sonacam, ce que proposent les candidats. L'Assemblée générale a lieu demain, indique le journal, qui vous fait reparcourir les grandes lignes des projets de société des 4 candidats qui sont en liste. Francis Taté-Bazor, Jean-Pierre Sommet, mais aussi Mars D ou encore autres Messi Ambroise, tous briguent le poste de président du conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de l'art musical, la Sonacam, qui est en assemblée générale élective. Ce sera demain samedi. À la une de Mutation ce matin, Mutation qui est en cause que ce matin et parle justement des régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'école sans enseignants, titre le journal. Plus de 1000 professeurs convoqués au ministère des enseignements secondaires pour abandon de poste, réaction et décryptage. C'est à lire dans les colonnes de Mutation, c'est à lire en page 6 et 7 du journal. Le journal qui fait l'économie de cette longue liste publiée par le ministère des enseignements secondaires, longue liste d'enseignants s'entend qui sont absents de leur poste dans les régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest depuis plusieurs mois. Ils sont sommés de se présenter au ministère des enseignements secondaires dans, au plus tard, 2 semaines, faute de quoi ils seront sanctionnés, indique Pauline Alovalionga qui a publié cette longue liste de plus de 1000 enseignants. C'est à lire dans les colonnes de Mutation ce matin. En pied de une, péage automatique, la première pierre à Bancomo. Vous lirez cet article en page 11 du quotidien Mutation. De Mutation, nous passons à l'œil du Sahel, extrême nord, les prétendants à la présidence du conseil régional. Vous lirez quelques prétendants justement à la présidence du conseil régional de l'extrême nord. Quelques figures vous sont proposées, à l'exemple de Boubakari Abdoulaye, qui est aux premières loges de ses prétendants. Il était tête de liste du parti au pouvoir dans la région, qui abrite également le chef-lieu de la région. Il a
conduit la liste du parti à la victoire, dit le journal. Actuel délégué régional de l'extrême nord, délégué régional du commerce pour l'extrême nord depuis 2005. Il a l'avantage, dit l'heure du Sahel, de connaître parfaitement cette région et ses problèmes. Lui qui a visité tous ces 47 arrondissements n'ignore rien sur les leviers sur lesquels actionner pour booster le développement de cette partie du pays peuplée d'environ 6 millions d'habitants. Autre candidat, Boubacaré Oumarou, il est originaire de Bogo, il pourrait bien être la surprise du chef, dit le journal. Celui qui est présenté comme un fin connaisseur de la région est actuellement directeur des affaires réglementaires à la primature. Il a le profil de l'emploi, ex-conseiller technique au ministère de l'administration territoriale. Le journal dit qu'il est apprécié des élites, notamment dans la région. Tout comme Aman Gilbert, qui est en campagne depuis belle lurette. Il est ancien préfet, ancien adjoint au délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Il n'a jamais fait mystère de son ambition de briguer la présidence, mettant en avant sa riche expérience. Tous ces prétendants sont à retrouver dans les colonnes de l'œil du Sahel. Émergence paraît ce matin avec à sa une fin de la résidence surveillée. Quel avenir pour le combat politique de Maurice Kamto? La question est posée à 10 experts qui s'affrontent comme tous les vendredis dans les colonnes du journal bilingue Émergence. À peine libre, le président du MRC affirme que la bataille n'est pas terminée. Vous lirez cela avec les points de vue des politiques, des politologues et autres analystes dans les colonnes d'Émergence comme tous les vendredis. Signature paraît ce matin à la une, avocature, le barreau à la barre. Après le déclenchement de la crise au Nozo par les avocats avec les prolongements connus, revoilà les hommes en robe qui refont parler d'eux dans une affaire qui ne les honore pas du tout. Une grève au relent politique, voire tribaliste, a été décrétée. Vous lirez cette lecture du journal hebdomadaire Signature en kiosque ce matin. Voilà les grandes unes que nous avons ce vendredi. Et comme tous les vendredis, nos panélistes sont là. C'est bien Camille Nélé qui est avec nous en plateau. Camille, bonjour, bienvenue. Bonjour Donald Prescamda, bonjour Georges Sémé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, millions de téléspectateurs qui attendent chaque jour la revue de presse la plus sollicitée du Cameroun. Prompt rétablissement, Camille, que vous n'avez pas vu chez téléspectateurs mardi et qui avait quelques soucis de santé. Il est sur ses deux pieds ce matin. Merci d'être là. Georges Sémé est également avec nous ce vendredi, comme tous les vendredis. Georges, bonjour, bienvenue. Merci, Président Kamgan, merci de m'accueillir sur ce plateau. Bonjour plus particulièrement à nos fidèles téléspectateurs, mais très particulièrement à Sa Majesté Kotoléa de Mangolan, qui est un petit village vers l'arrondissement de Fiko, qui nous suit tous les vendredis très religieusement. Fiko dans le Mungo. Tout à fait. Alors, merci d'être avec nous, chers messieurs. Nous démarrons avec la nouvelle expression qui parle du SDF. Un comité exécutif houleux demain, titre le journal. C'est depuis plus d'un an que cette instance de décision, qui avait pourtant une fréquence trimestrielle depuis 30 ans, ne s'est pas tenue. Entre-temps, les dossiers se sont amoncelés, dit le journal. Des fractures qui menacent la survie du parti sont apparues. Il faudra recadrer un SDF à la croisée des chemins. Que pourrait-on avoir pendant ces assises qui se tiennent demain, Camille? Donald Prescamgan, il faudrait peut-être avoir une boule de cristal pour dire avec assurance aujourd'hui ce qui va sortir de ce NEC. Mais la seule chose qui est sûre, c'est que ce NEC est très attendu. Il était très attendu depuis plus de 4 ans. Et le longtemps que John Frouni a passé aux États-Unis, était comme une sorte de période probatoire pendant laquelle se disait qu'il fallait les militants se disaient qu'il fallait absolument que John Frouni revienne afin de faire le ménage à l'intérieur de ce parti où il y a de plus en plus de fractures, comme le dit si bien la nouvelle expression, et où des éclats de voix n'en finissent pas de percer les tympans. Mais on peut dire que, prédire déjà que cette assemblée du SDF serait houleuse, je ne sais pas, mais une chose est certaine, c'est qu'elle sera très passionnelle, tout sera mis sur la table et il sera question pour John Frouni de reprendre le parti en main parce qu'il donne un peu l'impression, ce parti,
qui était la deuxième force politique de ce pays, mais qui ne l'est plus, donne vraiment l'impression d'avoir complètement perdu pied et qu'à l'intérieur, il y a non seulement des batailles incroyables de leadership, mais aussi des batailles d'ego qui font que vraiment les choses ne sont vraiment pas à la sérénité. Alors, le quotidien, la Nouvelle Expression nous propose des sujets qui rendraient ces assises houleuses. Georges Sémé, défiance de certains militants vis-à-vis du mot d'ordre de boycott des régionales. Certains sont allés voter, dit le journal, avec parfois de la publicité autour de leur vote, des divisions internes, l'indiscipline, le flottement observé au sommet du parti, en l'absence, pendant plus d'un an, du leader principal, John Frondi. Ce sont des questions que l'SDF pourra sereinement et de façon froide diagnostiquer. Sereinement et de façon froide, je ne pense pas, parce que tel que vous venez d'énumérer ces points de friction au sein du SDF, il n'y aura pas de sérénité. Et vous savez que c'est depuis novembre 2019 quand même que il y a eu la dernière tenue du National Executive Committee du SDF. Depuis un an, on a noté beaucoup de tensions au sein de ce parti. En interne, il y a déjà que ce parti connaît une crise de croissance suite à l'arrivée de nouvelles forces politiques. On est à même de se demander si, au sein du SDF, il ne faut peut-être pas changer de fusil d'épaule en matière de stratégie politique. Mais également, comme le doyen l'a dit, il y a des combats de leadership entre les ténors de ce parti. Tout le monde n'était pas tout à fait d'accord en 2018 que ce soit, par exemple, Joshua Ouchi, qui soit le candidat de ce parti à l'élection présidentielle. Tout le monde n'était pas content. On a vu des voix qui s'élevaient contre ce choix. Mais il est également de notoriété qu'il y a une fronde à l'intérieur de ce parti qui pense que il faut peut-être reformer les textes du RDP, du SDF, et pourquoi pas mettre du sang neuf. Parce qu'on a tout à fait l'impression que c'est un parti qui est inféodé à la personnalité, à la personne de John Frondi. Et on l'a observé dernièrement lorsqu'il n'était pas au Cameroun. Rien n'a fonctionné au sein du parti et c'est à son retour finalement... Alors qu'il y a un vice-président. Voilà, à son retour finalement qu'on annonce la tenue d'un National Executive Committee. Donc je pense qu'il y aura débat demain. Finalement, vous avez dit sérénité et froideur. Non, je ne pense pas. Les gens vont dire ce qu'ils pensent du parti. Mais il est important que, au sortir de ce NEC, qu'il y ait de fortes résolutions qui permettront, pourquoi pas, au SDF de redevenir un peu le parti de rassemblement, le parti de masse qu'il était à l'entente où il avait encore cette force politique qu'il a aujourd'hui perdue. Alors, si le comité exécutif national ne fait pas froidement l'inventaire de toutes les dérives observées et prend des mesures vigoureuses, ce sera l'implosion du parti et le SDF doit clairement montrer qu'il est revenu à ses fondamentaux s'il veut continuer d'exister dans le cœur du peuple. C'est ce que dit ce matin un cadre du SDF qui s'exprime sous anonymat à David Nourou. Est-ce qu'il faut craindre une implosion du SDF, comme semble dire ce responsable du parti? Mais il aurait fallu que ce responsable du parti ne témoigne pas sous anonymat, qu'il se dévoile, qu'il dise tout haut ce que pensent tout bas beaucoup de militants du parti qui estiment qu'effectivement il y a un problème de direction, de prise en main du parti. Bon, ce n'est pas faire un procès à Joshua aussi que de dire que les militants, et beaucoup de militants, surtout les militants de la frange dure, estiment qu'il n'a pas fait preuve de beaucoup de poigne depuis que pendant toute l'absence de John Frondi pour essayer de recadrer certaines dérives, pour essayer aussi bien les dérives politiques que dialectiques, que peut-être pour taire un certain nombre de petites dissensions à l'intérieur du parti. Donc, c'est vrai que quand ils le disent, évidemment, il a peur peut-être de se faire un ennemi, mais il y a des vérités qui, à l'intérieur de ce parti, ne sont pas très très bonnes à entendre. C'est pour ça que ce NEC est tellement attendu et il faudrait tout simplement que les uns et les autres aient le courage de mettre le doigt sur la plaie et de dire que ici ça ne va pas, ici ça ne va pas. Parce que s'ils vont dans ce congrès pour aller parler la langue de bois, rien ne sortira de là et John Frondi, lui, sera le plus grand déçu. Mais lui-même qui sait à quoi s'attendre est certainement en train de préparer de grandes résolutions qui pourraient peut-être chambouler un certain ordre à l'intérieur de ce parti, mais peut-être qu'il y aura pour motivation de rassembler, de ramener les tièdes, parce qu'il y a beaucoup de militants qui ont eu le temps dans la flamme, a eu le temps de tiédir pendant l'absence de John Frondi. Les positions controversées dont on parle, est-ce que cela a changé la ligne directrice idéologique du SDF? Il y a un problème fondamental aujourd'hui au sein du SDF. Tout à l'heure,
l'heure, je parlais de l'arrivée de nouvelles forces politiques comme le MRC et le PCRN qui ont fait douter profondément le SDF au niveau de l'exécutif, mais également au niveau des militants. Et on a observé qu'il y a eu une sorte de transhumance des militants du SDF vers ces nouveaux partis. Et pour coller à l'actualité, le NEC de demain est d'autant plus important qu'on a observé lors de l'élection régionale qu'il y a certains conseillers municipaux du SDF qui n'ont pas respecté le mot d'ordre du parti qui était de boycotter cette élection. Donc il y a un problème d'indiscipline caractérisé de certains militants et ce sera certainement évoqué demain au NEC. J'ai vu certains militants, des conseillers municipaux du SDF aller voter, transgresser le mot d'ordre qui avait été donné et aller voter pour des partis qui sont des partis ennemis entre guillemets. Donc je crois que tout cela sera évoqué demain afin que on ne parle pas d'imposition, on ne peut pas encore parler d'imposition. Le SDF a régressé, mais ça reste quand même un des partis majeurs de notre opposition. Il y a juste des questions intestines à régler qui sont loin d'une implosion générale du parti. Sur la question du vote au régional, certains ont dit que le SDF boycottait la participation par la présentation des candidats et non le vote des conseillers. Non, je crois que la consigne du directoire était tout à fait claire. Le SDF, comme le MRC, ne participe ni de près ni de loin à l'élection régionale. Donc, il y a eu une violation systématique de ce modèle. C'est pour ça que je parle d'indiscipline. Pour les conseillers de prendre part au vote. De ne pas participer. C'est-à-dire, les conseillers ne devraient pas aller exercer le suffrage. C'était ça la consigne qui avait été donnée par le SDF. Malheureusement, elle a été foulée au pied et on a vu des conseillers municipaux aller attribuer le suffrage à des partis qui ne sont même pas des partis de l'opposition, mais plutôt le géant RDPC à qui ils ont accordé le suffrage. Oui, mais Georges, c'est bien, vous oubliez. On va sortir du sujet. Oui, je voulais ajouter sur le que le MRC n'a pas boycotté. Le MRC n'était même pas concerné par l'élection, puisqu'il n'avait pas de conseillers municipaux. Par contre, le SDF, qui a des conseillers municipaux, était concerné, mais il y a ce mot d'ordre qui a circulé. Mais vous savez, j'ai entendu dire par certains, beaucoup de militants du SDF que le mandat n'est pas impératif et que ce n'est pas parce qu'on a été élu qu'on ne peut pas se permettre de voter, parce que là, c'est une question de conscience. Mais c'est un autre débat. Mais toujours est-il que la consigne de boycott fait aussi partie de l'un des griefs à développer demain. On va parler à présent de la une de Le Messager qui parle de la gestion des marchés. Notamment à Douala, les commerçants sont sur le pied de guerre. La décision du 4 décembre 2020 qui porte publication des résultats définitifs de l'élection des représentants des commerçants au sein du comité de gestion des 10 marchés au centre d'une controverse. C'est un sujet que vous n'ignorez pas, Georges Sémé, Mbopi, marché central, Santara et tout cela. Pourquoi la question de la gestion des marchés, notamment des représentants des commerçants, fait autant couler d'encre de salive? Alors, depuis son arrivée à la mairie de Douala, le maire Roger Mbassa-Diné a décidé de procéder à un refondement de la gestion des différents grands marchés que nous avons dans la capitale économique. Et là, c'est le cas du marché Dakar qui est évoqué. Il y a également le marché central de Douala. Il y a d'autres grands marchés qui ont été mis dans ce projet de refondement des marchés de la capitale économique. À Dakar, il y a eu des remous, bien évidemment, parce que il y a eu un comité de gestion qui a été placé après un long processus de consultation, d'élection, etc. Mais il y a une frange des commerçants qui estiment que leurs désidérata ou alors les choix qui ont été portés courant ce processus ne sont pas les leurs. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons assisté à des réunions interminables où parfois l'exécutif de la communauté urbaine de Douala sortait torse nu face à des commerçants qui étaient échaudés afin de faire entendre leur voix. Voilà, de faire entendre leur voix. Donc, je crois qu'il fallait quand même qu'il y ait une refondation de ces marchés. D'abord, les comités de gestion, mais également les régisseurs qui étaient chargés de collecter auprès des commerçants le dû qui appartenait à cette collectivité territoriale décentralisée. Il y a eu beaucoup de détournements. Il y a également eu des cas d'indiscipline. Il y a un désordre caractérisé également dans l'occupation spatiale, même dans les marchés. C'est la raison pour laquelle le maire de Douala a entrepris ce chantier de changement de stratégie. Mais ça ne se passe pas dans la sérénité. Et on voit qu'au marché Dakar, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Et on espère qu'avec la dernière concertation qui se profile à l'horizon, avant de passer à cette élection, toutes les parties sauront accorder leur violon. Il y a un débat sur les compétences des municipalités. Il y a ce décret de 2015 du chef du gouvernement qui donne compétence aux mairies
d'arrondissement pour gérer les marchés sur leur territoire. Sauf que pour cette le décret est flou, puisque si il y a un exécutif à la tête d'une ville, elle a forcément, cette municipalité a forcément, la super mairie, comme on dit, a forcément un droit peut-être à dire de quelle façon sur les marchés. Tout cela doit être clarifié. Il faudrait savoir comment, même avant la mise en place de la super mairie, effectivement, comme vous le dites, les choses étaient prévues de telle manière que les maires aient la même mise sur la gestion des marchés. Les maires d'arrondissement. Les maires d'arrondissement, ce qui n'a pas été un long fleuve tranquille jusqu'à aujourd'hui, parce que vous connaissez les tiraillements qui ont existé pendant très très longtemps entre surtout les maires d'arrondissement qui avaient de grands marchés tels que la mairie de Douala 2 face à la communauté urbaine, tels que le marché de Mopi et d'autres. Donc ce qui fait que il faudrait que justement avec l'arrivée du super maire, que les choses soient beaucoup plus clarifiées, beaucoup mieux menées et menées de manière ferme. Et quand on regarde le cas du marché de Dakar, il faut dire que ce marché-là a toujours fonctionné depuis de longues années avec un comité de gestion nommé, mis en place par la communauté urbaine de Douala. Et aujourd'hui, que le super maire est en train de vouloir refonder les choses, il met sur pied un comité de gestion comprenant 6 administrateurs qui sont des commerçants et 4 qui viennent de la mairie. Mais apparemment, vous savez, dans ce genre de situation avec des intérêts divers, parce que les intérêts, ce n'est pas seulement les intérêts de la communauté, mais beaucoup d'intérêts personnels là-dedans, parce que les gens qui sont dans le fonctionnement des mairies connaissent tous les rouages aussi et tous les avantages qu'il y a là-dedans. Donc c'est une situation assez compliquée, mais on espère que et le maire et les commerçants sauront trouver un modus vivendi qui permettrait que ce marché très 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 important ne se retrouve pas dans une situation de blocage. On va parler de la une de mutation à présent, nord-ouest-sud-ouest, l'école sans enseignants. Plus de 1000 professeurs convoqués au ministère des enseignements secondaires pour abandon de poste. Version des enseignants, des syndicats et décryptage vous propose le journal ce matin en page 6 et 7. Vous avez lu cet article et vous avez certainement parcouru cette longue liste qu'a publié le ministère des enseignements secondaires, Georges Sémé. Ça rappelle la situation délétère, l'environnement délétère dans lequel les enseignants évoluent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tout à fait. C'est une très caricaturale de nos confrères de mutation traduit bien évidemment ce climat délétère que vous évoquez dans les deux régions anglophones. Là, nous sommes entre deux fronts. Le front du service public et le front de la sécurité. Autant on demande à ces instituteurs ou à ces maîtres d'assurer leur mission régalienne de service public, autant on n'assure pas d'un certain autre côté leur sécurité. Et ils sont donc entre ces deux fronts malheureusement ça aboutit à ce qu'ils désertent les établissements scolaires en délaissant leurs pupilles dans les salles de classe. C'est sans vouloir rappeler les deux derniers événements que nous avons vécus de ce côté avec l'événement de Moda Francisca et un autre très parlant où on a vu une incursion de ces bandes armées dans un établissement où on demandait aux élèves et aux instituteurs de se déshabiller. Donc c'est caractéristique de ce climat d'insécurité. Donc le ministre des enseignements secondaires, la ministre des enseignements secondaires, qui publie cette liste de 1000 enseignants qui devraient rendre gorge parce qu'ils ne sont pas dans l'établissement scolaire, devraient être maniés avec beaucoup de tact. Est-ce qu'on devrait d'abord se poser une question préalable? Est-ce que leur sécurité a été assurée pour qu'ils assurent leur mission? Lorsqu'on aura répondu à cette question, on devrait maintenant leur demander pourquoi avec cette sécurité, ils n'ont pas pu dispenser les cours aux élèves. Donc c'est d'abord à partir de cela qu'il faut commencer, mais avec les derniers événements que nous avons vus à Kumba, on se rend bien compte qu'il y a des failles en matière de sécurité autour des établissements scolaires et il serait inopportun pour ma part de convoquer ceux qui n'ont pas des conditions de sécurité, mais à qui on demande quand même d'aller dispenser des cours. Camille, l'instinct de survie est propre à tous les êtres humains. Ces enseignants qui fuient craignent pour leur sécurité, on imagine. Comment concilier impératif continuité du service public et impératif sécuritaire de préservation des vies humaines? Votre question est très bonne, tout comme le raisonnement que vient de développer Georges Sémé, mais moi je pense qu'il faut d'abord s'attarder sur le type de mutation. L'école sans enseignants. 1000
enseignants convoqués. Bon, maintenant, mythe sur combien? Il y a combien d'enseignants dans le sud-ouest et le nord-ouest? Il faudrait savoir cela. Et moi, je pense que si ces 1000-là ne sont pas... Cela crée forcément un déficit. Cela crée un déficit, mais seulement le problème. Et moi, je dis qu'il est tout à fait normal que le ministre sache si ces maîtres ne veulent pas retourner ici, on ne retourne pas. Mais toujours est-il que c'est tout de même un problème assez sensible qui allie en même temps l'instinct de conservation, mais aussi la détermination de l'État à maintenir l'école debout. Alors, on va parler de cette petite une de l'œil du Sahel pour terminer, mon cher Farel. Comment l'ADPC a perdu dans le maillot Bagno. Le journal parle effectivement de ce scrutin de dimanche, l'un des rares départements où le RDPC a mordu la poussière. Ce n'est pas l'un des rares départements. Il faut dire que l'UNDP a gagné l'élection dans le maillot Bagno, où sur 6 départements, l'UNDP a pu gagner 5. C'est quelque chose d'inédit. Et d'ailleurs, l'autre réalité est que l'UNDP est le seul parti qui a gagné complètement toute une région. Parce que la région de la Damaro sera sous le contrôle de l'UNDP, contrairement aux 9 autres qui seront sous la coupe du RDPC. Donc, on se retrouve avec ce qui se passe à la suite de ces élections, avec un renversement de situation qui fait que l'UNDP se retrouve être le seul parti qui aura à gérer le Haut Conseil régional. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, d'inattendu. Madame, Monsieur, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Georges d'être venu. Merci à Camille Nélédé d'avoir été avec nous comme tous les vendredis matins. Madame, Monsieur, merci de rester fidèle à nos programmes. Nous vous revenons évidemment lundi avec une autre édition de la Revue des Grandes Lunes. Nos programmes se poursuivent dans un instant. Vous retrouvez 10-12 le Zénith. Très bonne journée à tous.